Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Crost, et aujourd'hui, on va parler d'un bon film. Ouais, on peut dire ça, ouais. Mais pourquoi tu prononces les mots aussi lentement? Parce que j'ai la maladie du ralent. On va parler d'un film de merde, ouais. Mais pas n'importe lequel, tu m'envoies extatique. Là, attends, c'est intéressant. En fait, c'est l'adaptation la moins bien notée de Rotten Tomatoes. Il y a combien? 0%. Ah ouais. Ouais. Et c'est quel film? C'est Double Dragon. Donc Double Dragon est un film américain sorti le 4 novembre 1994 et adapté du jeu éponyme. Le film est réalisé par James Yukich, ou Yukish, je sais pas trop comment on prononce ça. Mais c'est pas évident non plus, parce que moi j'ai toujours entendu Roland Emmerich et Mila Jovovich. Un réalisateur spécialisé dans les clips et les captations de concerts pour des groupes comme Genesis, Iron Maiden, David Bowie ou encore les frères Hanson. Et là, vous vous dites, aucun intérêt, certes. Mais il y a une raison qui fait que j'aime beaucoup James Yukich, puisqu'il est le réalisateur d'un faux documentaire qui s'appelle The Return of Bruno, et qui s'intéresse à la fausse vie de Bruno, un chanteur qui cartonne partout dans le monde et qui est joué par Bruce Willis. Le documentaire est sorti quelques semaines après le premier album de Bruce Willis, alias Bruno. Et ça fait un moment que je brûle d'envie de vous en montrer des images. Attends, ça n'a rien à voir avec Double Dragon. En effet. Mais t'es super content d'avoir appris que Bruce Willis avait une carrière musicale. Touché. Have a good night. Bref, le film quant à lui commence quelque part en Chine, où des ninjas sont envoyés pour voler une moitié de médaillon légendaire de la légende du pendentif ancestral qui, s'il est reconstitué, donne des pouvoirs incroyables à son possesseur. Donc on se retrouve à New Angeles, où le gros méchant du film, interprété par Robert Patrick, a sorti la coupe de cheveux des grands jours. Oh, tu peux parler toi. Non, toi tu peux parler toi. Il récupère un bout du médaillon, mais comme il lui en manque la moitié, il ne dispose que de quelques pouvoirs pas terribles comme se transformer en personnage de vieille télé, se transformer en papier, ou encore se transformer en ombre. Effectivement, c'est pas terrible. En plus, il a pas de chance, son appart a l'air d'être rempli de gens qui secouent ses meubles pour lui faire croire à un tremblement de terre. Après ça, on rencontre les deux personnages principaux qui, comme dans le jeu, s'appellent Jimmy Lee et Billy Lee, et qui, comme dans le jeu, sont de grands bagarreurs. Waouh! Hey, dis-moi pour nous! Quoi? Ok, c'est une technique de combat officielle, ça? T'es chaud? Vas-y. C'est chaud là? Vas-y. T'es chaud? Eh, vas-y. T'es chaud là? Vas-y. C'est là qu'il s'est mis à me pincer les joues. Je lui ai rien dit, mais je me sentais sale. Ça va trop loin. Juste pour des vidéos pour internet. Il est quand même à noter que Jimmy est joué par Marc Dacascos, que je vais vous montrer en train de faire de la capoeira. Bon, Marc Dacascos et son frère se foutent sur la gueule avec tout un paquet de gens, il y a un nain qui pompe, et wouah, générique du futur de la télé de 2007 de la 3D, et on assiste à un journal télévisé qui nous apprend que c'est la merde dans la ville, et qu'un couvre-feu a été instauré. Nos héros, accompagnés de Satori, leur mentor, se retrouvent perdus au milieu de la ville après le couvre-feu et sont attaqués par un gang de rue. S'ensuit une course-poursuite du tonnerre, où on se rend compte que la bagnole des frères Lee a pour carburant des déchets. C'est complètement con. Je veux dire, je peux parfaitement comprendre ça dans Retour vers le futur, puisqu'une poignée de déchets lui donne énormément d'énergie. 2,21 gigawatts au bas mot. Mais là, il faut constamment la recharger, donc en théorie, ça te demande de te balader avec des tonnes de sacs poubelles de carburant. Nitrate de thianine, triple-phosphate, sulfate ferreux, polygluten. Allez, on verra bien. Bon, la poursuite se termine avec perte et fracas. Et les méchants gangsters sont sur le point de leur en foutre plein la gueule, quand ils sont sauvés par Alyssa Milano, déguisée en mur. J'étais caché. Une fois chez eux, on voit qu'ils sont en possession de l'autre moitié du médaillon, ce qui fait que Robert Patrick vient la chercher. Billy et Jimmy se battent contre des Dupont et Dupont asiatiques sur fond de musique insupportable. Pendant que leur mentor affronte Robert Patrick seul. Joli saupiquet d'ailleurs. Saupiquet comme la marque de couscous? J'ai pas compris. Moi non plus. Une fois les Dupont vaincus, ils se retrouvent face à ça. Ils sont ensuite sauvés de cette abomination sortie de l'imagination dégueulasse d'un département d'effets spéciaux rempli à rabord d'alcooliques par leur mentor. Dis-moi comment ça marche ce truc. Donne-moi ça. C'est pas Satori, lui file pas! Non, tu crois? Eh oui, en fait, c'est le méchant Robert Patrick qui a pris possession du corps de Satori. Donc Robert Patrick fait exploser Satori avec de l'essence qui mousse. Ça mousse l'essence? Je sais pas.
On s'en fout, il y a une explosion. Ah bah ça non, on n'est pas sur des trampolines. Du coup, après la mort de leur mentor, Jimmy et Billy sont tout tristes et nous embarquent dans la scène de dialogue la plus conne de l'histoire des mots. Il y a un nombre de clichés débiles. Arrête de te lamenter sur ton sort, y en a marre. Et de poésie approximative. Faut pas faire n'importe quoi. Qui dépasse l'entendement. C'est pas le moment de s'énerver, Billy, tu m'écoutes, c'est pas une compète de karaté. Dans cette séquence, Jimmy, Satori est morte. Oui, je suis pas sans le savoir. c'est la fête du slip. Et comme c'est vachement dur de faire mieux après une scène aussi poignante, le réalisateur décide de nous balancer directement au cœur d'une séquence d'action, lorsque nos héros sont attaqués par le Village People Crew. Bref, la séquence d'action consiste à voir Billy et Jimmy se foutre sur la gueule avec tout un tas de méchants. Je vais essayer de pas trop me plaindre parce que c'est probablement la séquence la plus proche des jeux vidéo d'origine, mais j'ai néanmoins quelques questions à poser. Question numéro 1. Pourquoi il y a tout plein de méchants qui attendent sur le côté au lieu d'aider les autres méchants à tabasser les frères Lee? Question numéro 2. Pourquoi ils font tourner leur sac? Si je le fais assez vite, je vais m'envoler. Question numéro 3. Pourquoi il y a le mec de Code Lisa en version punk? C'est l'heure de vous scalper, les copains. Question numéro 4. Pourquoi il les attaque à vélo? Question numéro 5. Et pourquoi il fait ça? C'est juste de la frime. Question numéro 6. Pourquoi il lance un pneu? Attention, il y a un pneu. Question numéro 7. Pourquoi il pète la fenêtre avec une bouée alors qu'ils sont tous armés de battes? Question numéro 8. Pourquoi est-ce que le design de cette moto me fait horriblement penser aux jouets mécanos? Et enfin, la question finale. Et pourquoi... Oh mon dieu, attention, un facteur. Bref, ils arrivent à s'échapper en bateau, mais sont vite rattrapés par des méchants en jet ski qui les pourchassent dans un Los Angeles inondé. Tout pourrait se passer comme dans un Caraïbes offshore, mais malheureusement, la rivière est inflammable. Ouais, du coup, ça me paraît extrêmement dangereux d'organiser des voyages touristiques à côté d'une raffinerie. Bon, après ça, les héros explosent et s'échappent. Je répète, les héros explosent et s'échappent. Dans cet ordre-là. Et on apprend que Robert Patrick possède tous les gangs de la ville et que la police est complètement dépassée. Et oh mon dieu, cet acteur mérite un Oscar. Pendant ce temps, les frères Lee semblent se poser quelques questions sur la crédibilité du scénario du film. Bon, voilà, chef. On a un médaillon magique, enfin, vous voyez quoi? Et il y a un mutant de 300 kilos, une fille avec un fouet et le mec le plus riche du monde qui veulent nous liquider. Alors envoyez vite fait le panier à salade. Non mais t'imagines le tableau? Et vont rejoindre Alyssa Milano et son gang pour leur demander de l'aide. Alors je récapitule. Shuko a le pouvoir de squatter les gens et il vous pourchasse parce qu'il veut votre moitié de ce fameux médaillon magique. Ouais, c'est tout à fait ça. Ah bah vous aussi ça vous paraît con. Le gang élabore donc une stratégie pour vaincre Robert Patrick, mais je vous avoue que j'ai du mal à comprendre les subtilités du plan, donc je vais laisser des spécialistes vous expliquer. Alors Gilles a fait un PowerPoint. Donc d'abord il faut semer la jalousie au sein des gangs. Pour faire ça, Alyssa Milano utilise un ordinateur pour faire du piratage. Elle change à l'intérieur du réseau des méchants le diagramme de répartition du butin de façon pas égale. Comme on peut le voir sur ces camemberts, les maniaques auront plus d'argent que les autres, et donc les autres gangs seront pas contents, ce qui nous amène à l'étape finale. Les gangs pas contents se bagarrent entre eux. Merci de nous avoir écoutés. Mais malgré toute leur subtilité de stratège, Robert Patrick arrive à capturer Jimmy pendant qu'Alyssa Milano fait des blagues méta avec une méchante. Alors, c'est qui le patron? Ha ha ha, c'est drôle parce qu'elle a joué dans Madame est servie et qu'en anglais ça s'appelle Who's the Boss. T'as de la chance. En général, j'envoie mes ennemis à l'hôpital. Ha ha ha, c'est drôle parce qu'elle a joué dans General Hospital. Il paraît que quand on en a dans la bouche, on a la diarrhée pendant 8 jours et qu'on perd ses cheveux par poignée. Ha ha ha, c'est drôle parce qu'il joue dans un film de merde. On enchaîne direct par une scène de combat entre Billy et Jimmy qui est possédé par le méchant. Et puis après ça fait bagarre, bagarre, karaté, bagarre. Attendez, pause. Yo les mecs, c'est Georges Méliès dans la place. Je voulais juste vous dire que ce genre de truc où on joue le plan à l'envers pour donner l'impression d'un mouvement de fou, c'était déjà un peu tout pourri à mon époque. Big up yao. Ok, donc Robert Patrick récupère l'autre morceau de médaillon et se transforme en double costume raté. Vous pouvez arrêter de faire n'importe quoi avec votre Robert Patrick. Il y a plein de gens qui n'ont pas la chance d'avoir un Robert Patrick. Alors un peu de respect s'il vous plaît. Évidemment, Billy et Jimmy combattent le méchant et réussissent à choper le médaillon à leur tour. Médaillon qui les transforme eux aussi en double costume raté. Et je comprends même pas pourquoi ça leur met un costume, ça pourrait juste leur donner des pouvoirs. Là c'est ridicule. Le médaillon de la légende? Ouais. Enfin bon, c'est pas grave, Satori revient leur faire une Mufasa et les héros sont en mode super guerrier, donc je suis sûr que la grosse scène d'action de fin va arriver maintenant. Voyons comment ils s'en sortent. Et pourquoi tu te colles des claques? Mais arrête, tu vas te faire mal. T'es barjot toi, arrête. Mon dieu, je crois que je suis en train de devenir plus con. Et enfin, le film se termine sur un des trucs les plus stupides que j'ai jamais vu.
Le méchant est possédé par Mark Dacascos, et du coup il en profite pour faire un chèque de plusieurs millions de dollars à la ville de New Angeles. Mais, dans le futur, on fait les chèques avec ce petit appareil qui a tout l'air d'être un truc à reconnaissance vocale, sauf que Mark Dacascos garde sa voix quand il leur donne le chèque. Payer 129 millions de dollars à la police de New Angeles. Donc comment ça marche? Et vous savez quoi? C'est le premier vrai problème du film. L'univers n'a aucun sens. Je pourrais faire une critique pour tacler toutes les erreurs et les maladresses formelles qui jalonnent le film, mais on n'en est même pas là. Que le film ne tienne pas la route, qu'il soit joué par des incompétents, mis en scène avec les pieds ou mal monté, je veux bien le comprendre. Mais comment? Ô grand Dieu, comment peut-on laisser passer autant d'incohérences, autant de points d'intrigue flous dans un seul long métrage? À aucun moment on arrive à se détacher de ça, et ça nous fait systématiquement sortir du film de devoir essayer de donner du sens à des trucs qui visiblement n'en ont aucun. Et une question vient me fouetter la gueule. Pourquoi ne pas avoir pris le temps de faire mieux? Le film est sorti 7 ans après le jeu, donc le but c'était probablement pas de surfer sur la mode Double Dragon. Ils pouvaient sortir le truc 2 ans plus tard, personne n'aurait fait la différence. Mais le truc qui est vraiment dingue, c'est qu'ils étaient 4 à l'écriture. Ça veut dire que 4 personnes différentes ont donné leur aval sur des incohérences grosses comme un éléphant, sur un tank, sur un bateau, sur l'Empire State Building, sur Jupiter, sans que personne ne lève la main pour dire « Hey, les gars, je crois qu'on est en train de partir en couille grave là ». J'ai l'impression de voir 4 personnes en ligne qui pissent contre le vent, les yeux grands ouverts dans une tempête de sable. C'est un suicide artistique collectif ce film. Et autant je vous ai dit que, selon moi, c'est absurde de penser un film tiré de Super Mario Bros, autant sur Double Dragon, ça me pose aucun problème. Bien sûr, le scénar d'origine n'est pas assez conséquent pour tenir 1h30, mais le jeu fournit un background assez débile pour devenir rigolo à mater, et on peut s'amuser à raconter des histoires assez cool, avec des personnages aussi unidimensionnels. Adapter un jeu de 1987, ça permet de laisser libre cours à son imagination. Regardez cet amas de pixels, ça pourrait être n'importe quoi. Sauf que là, ils ont décidé d'en faire n'importe quoi. Les 2 personnages principaux sont... j'allais dire insupportables, mais en fait c'est plus... des bébés. Hé, balai brosse, c'est pratique ta crête pour balayer le trottoir. D'ailleurs, il n'y a pas que, j'ai l'impression que tous les personnages du film sont des enfants en bas âge. Et c'est la seule chose qui peut vous faire vraiment apprécier le film si vous décidez de le mater. Essayez d'imaginer que le film est un projet de classe de CE1 fait par des enfants. Et là, ça devient un peu mignon. Donc voilà, c'est un film sympa à regarder si on imagine qu'il est fait par des enfants. Et qu'est-ce que c'est que cet argument à 3 francs? Ouais, t'as raison, c'est nul. Ok, je sais ce que je vais faire. Une quiche au fromage. Mieux. 2 quiches au fromage. Mieux. Tu vas nous conseiller un autre film à regarder si on apprécie Double Dragon et qu'on n'a pas envie de se taper cet effroyable tas de fumier. Bien joué. Si vous aimez Double Dragon le jeu, matez Les Guerriers de la Nuit, ou The Warriors dans son titre original. C'est un film sorti en 1979 et réalisé par Walter Hill, qui raconte une guerre des gangs à New York dans les années 70. Et si Double Dragon vous plaît, dans ce film vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. De l'esthétique fin 70, début 80 qui fleure bon les bas-fonds tagués et les punks sans pitié, des personnages ultra iconiques déguisés comme au carnaval mais ultra bourrins, et des combats de rue qui claquent. Sur ce, je vais vous laisser sur la bande-annonce de The Warriors, dont vous excuserez l'encodage approximatif, j'ai ripé une vieille VHS. Can you dig it? Can you dig it? The Furies. Oui pour l'isolation. Pour le crépi, oui. Le crépi. Oh oui. Qu'est-ce que tu fais, Françoise? Tu vois bien, je prends de la semoule, je prends des tomates. Oh, mais tu fais un couscous? Mais non, je fais le couscous. Sopiquet, la meilleure marque de couscous.